Je m'appelle Camille Dubreuil. J'ai 30 ans. Je vis aujourd'hui dans le Maryland et je travaille comme avocate spécialisée en droit de la famille. Mais cette histoire ne commence pas dans un tribunal. Elle commence bien avant que je comprenne vraiment ce que signifiait la justice, le jour où j'ai vu Sophie Landreau franchir le seuil de notre maison, 2 semaines seulement après qu'on ait enterré ma mère. Ce jour-là, mon père, Lucien Dubreuil, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit d'une voix glaciale: « Si t'as un problème avec elle qui vit ici, tu peux partir. » Puis il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a tenu la porte grande ouverte et a attendu. J'avais 16 ans. Pas de valise, même pas de chaussettes aux pieds. Mais j'ai marché dehors sous une pluie fine qui collait mes cheveux à mon visage. Je me souviens de l'odeur d'herbe mouillée, du parfum agressif de Sophie et du bruit sourd de la porte qui se referme derrière moi. Dans le couloir, mon père et cette femme se tenaient là où ma mère aimait chantonner en pliant le linge, et je me suis demandé: comment peut-on remplacer une épouse si vite? Comment remplace-t-on une mère avant même que les fleurs sur sa tombe aient fané? J'ai marché jusqu'à l'intersection, trempée, les pieds gelés, et je me suis assise sur le trottoir, incapable de bouger, espérant presque que ma mère descende du ciel pour me dire quoi faire. Aujourd'hui, si vous aussi vous vous êtes déjà senti perdu comme moi à 16 ans, dites-le en commentaire et racontez, même en un mot, ce qui vous a permis de tenir. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous maintenant pour découvrir d'autres récits qui, comme celui-ci, rappellent qu'on n'est jamais vraiment seul. La maison où j'ai grandi se trouvait au bout d'une route de terre rouge en pleine campagne, dans le sud de la Virginie, un endroit où les orages faisaient vibrer les vitres, comme si le ciel voulait s'inviter à l'intérieur. De l'extérieur, elle semblait figée dans une autre époque. Des volets blancs écaillés, une balançoire grinçante suspendue au porche, et un vieux chêne immense qui couvrait la pelouse comme un parent silencieux. À l'intérieur, c'était autre chose, une tension constante, une atmosphère chargée de peur. Mon père, Lucien, était un homme massif, pas seulement par sa carrure, mais par sa façon de remplir l'espace. Ancien mécanicien militaire renvoyé prématurément pour des raisons jamais dites, il marchait comme s'il possédait chaque pièce, et quand il s'énervait, même les murs semblaient se contracter. Ma mère, Jeanne, avait été professeure de piano. Petite, je la regardais jouer avec fascination. Ses mains faisaient danser la lumière sur le clavier. Mais à mes 6 ans, le piano a été vendu pour payer les dettes, et ses mains, autrefois vives et légères, ne se sont plus animées que pour me serrer contre elle quand il n'y avait plus rien d'autre à faire. La première fois qu'il m'a frappée, j'avais renversé du lait à table. Je me souviens du silence avant le coup, les couverts immobiles, l'horloge qui semblait s'arrêter, le regard de mon père dur comme l'acier. Quand la gifle est tombée, ce n'est pas la douleur que j'ai sentie, mais le son. L'assiette qui tombe, la chaise de ma mère qui recule, sa voix tremblante. Elle n'est qu'une enfant, Lucien. Il l'a poussée si fort qu'elle a heurté le mur derrière le frigo. Elle ne s'est pas effondrée, elle ne l'a pas supplié. Elle m'a seulement regardée avec une tristesse qui m'a transpercée. Ce soir-là, elle est venue dans ma chambre, s'est assise près de moi avec un linge froid sur ma joue, et sa voix n'était qu'un murmure. « Camille, parfois, ceux qui devraient te protéger ne savent pas comment. » Ce n'était pas une excuse, c'était un avertissement. Je n'ai jamais oublié ces mots. À partir de ce moment, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'accident chez nous, seulement des schémas. Et les schémas ne se réparent pas seuls. Quand ma sœur Élise est née, j'avais 8 ans. Elle est arrivée avec un petit cri clair, des doigts minuscules, et un sourire qui rendait à ma mère une lueur de vie. Mon père, lui qui pouvait briser une assiette pour un rien, se mit à la traiter comme un trésor, l'appelant « mon petit soleil », la berçant comme si elle était faite de verre. J'ai cru que c'était une chance, qu'au moins elle, il ne la détruirait pas. Mais au fil des mois, j'ai commencé à disparaître. C'est allé vite. Si Élise pleurait et que j'étais dans la pièce, c'était moi qu'il regardait, comme si ma présence était la cause de ses larmes.
Un soir, j'ai renversé sa peluche girafe. Elle a à peine touché le sol. Élise ne l'a même pas remarqué. Mais lui, si. Sa gifle m'a projeté dans le couloir. Il a hurlé « Tu fais encore pleurer ta sœur et tu le regretteras ». Cette nuit-là, je me suis blottie dans le coin de ma chambre, serrant la girafe contre moi, le cœur battant si fort que j'en avais mal. Je n'étais pas en colère contre Élise. Elle était un bébé. Mais je me souviens avoir pensé « Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas ? Qu'est-ce que j'ai fait pour être celle qu'il ne peut pas aimer ?» Ma mère m'a trouvée là, assise dans le noir. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle m'a prise dans ses bras et a murmuré « Je vous aime toutes les deux. » Mais je sais que ça ne se ressent pas toujours comme ça. Et elle avait raison, parce que dans cette maison, l'amour se mesurait en silence, en bleu, en regard fuyant. Et moi, j'avais l'impression d'être l'ébauche ratée avant qu'ils aient enfin réussi avec Élise. À mes 14 ans, ma mère n'était plus la même. Elle n'était pas malade, elle était absente. Elle faisait encore les repas, préparait le cartable d'Élise, mais son esprit s'était effrité. Elle ne chantait plus, elle ne riait plus, elle ne sortait plus s'asseoir sous le vieux chêne. Je la trouvais, en rentrant de l'école, assise à la table de la cuisine, son thé froid devant elle, comme si elle attendait un message du fond de sa tasse. « Ça va, maman ?» Elle sursautait, forçait un sourire. « Je suis juste fatiguée, ma chérie. » Mais dans une maison comme la nôtre, fatiguée voulait dire au bord de la rupture. Les disputes entre mes parents étaient devenues des orages. Ils ne se disputaient plus à propos des factures, mais d'une femme, Sophie. Un soir, j'ai entendu ma mère hurler « Tu crois que je n'entends pas tes messes basses sur la terrasse ?» Et lui ne disait rien, se contentait de lever les yeux au ciel et de se servir un autre verre. Je l'ai vu, cette nuit-là, frapper le mur de la cuisine de son poing, laissant une tache de sang sur le plâtre. Le lendemain, elle portait un bandage, prétextant une chute. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé un dépliant d'un centre d'hébergement dans son tiroir, avec ces mots « Violence domestique. Sachez reconnaître les signes. » C'est à ce moment que j'ai commencé mon carnet. J'ai noté chaque date, chaque blessure, chaque mot qu'il criait. Je ne savais pas pourquoi, mais j'espérais qu'un jour, ces pages serviraient à prouver qu'elle n'avait pas simplement trébuché. Mais un matin d'octobre, le destin a tout pris de vitesse. Je suis rentrée tard de l'école, la maison était anormalement silencieuse, pas de radio, pas de bruit de casserole. Mon père était affalé sur le canapé, une bouteille vide au sol. Son regard était vide. « Ta mère est tombée dans l'escalier. Elle est à l'hôpital. » C'était tout. Pas un mot de réconfort, pas d'urgence. Je me suis mise à courir, sans manteau, jusqu'à l'hôpital. Élise était assise dans la salle d'attente, les jambes serrées contre son ours en peluche, les yeux rouges. Maman ne se réveille pas. Un médecin nous a conduites, et quand j'ai vu ma mère, immobile, la peau parsemée de bleu, j'ai compris qu'elle ne se relèverait pas. Il y avait cette marque, fine, le long de son cou, comme si quelqu'un avait serré trop fort avant de la laisser tomber. Le docteur a parlé d'un traumatisme crânien, d'une chute fatale. Moi, je savais que ce n'était pas un accident. 4 jours plus tard, on a organisé les funérailles. Mon père ne pleurait pas. Il sentait l'alcool, ses vêtements froissés. Et 2 semaines plus tard, Sophie était dans notre cuisine, portant le tablier de maman, versant du thé, comme si elle avait toujours été là. Mon père a dit « Voici Sophie. Elle vit ici maintenant. » Il n'a pas levé les yeux vers moi. Quand je n'ai pas bougé, il a avancé d'un pas. « Si t'as un problème, la porte est ouverte. » J'ai pris mon sac d'école à moitié ouvert et je suis sortie sans dire un mot. Cette nuit-là, j'ai dormi sous l'auvent d'une station-service désaffectée, grelottant, la tête posée sur mon sac à dos. Je regardais le ciel, priant que ma mère me voie de là-haut. À l'aube, je me suis dirigée vers la maison d'Hugo, mon ami d'enfance. Sa mère, Madame Lefebvre, m'a accueillie sans poser de questions,
m'a donné une douche chaude, un bol de soupe. Quand je lui ai raconté, elle n'a pas dit « Tu es sûr ?» Elle a demandé « Tu as quelqu'un ?» J'ai pensé à Laure, la sœur de ma mère, qui vivait à 1 heure de là. Elle a décroché au 2e appel, et avant même que je parle, elle pleurait. 3 heures plus tard, elle m'a prise dans ses bras en me disant « On va s'en sortir, et on va récupérer Élise. » Et dans ses yeux, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je n'étais pas seule. Avec Laure et son mari Gabriel, un ancien pompier à la voix douce et aux épaules rassurantes, nous avons mis au point un plan. Nous avons attendu un samedi, quand nous savions que mon père serait probablement en train de boire depuis le matin. Nous avons garé la voiture à un pâté de maison, sous un ciel gris qui semblait peser sur mes épaules. Gabriel a posé sa main sur la mienne. « Si quelque chose sent mauvais, on part, tu comprends ?» J'ai hoché la tête, mais chaque fibre de mon corps me hurlait de courir vers cette porte. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs, la peinture s'écaillait. L'herbe était haute comme si elle aussi avait renoncé. J'ai frappé. Sophie a ouvert. Son sourire s'est effacé dès qu'elle m'a reconnue. « Qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai répondu d'une voix que je ne me connaissais pas. « Je viens chercher Élise. » Elle a ri, un rire creux, mais derrière elle, mon père est apparu. Ses cheveux étaient plus clairsemés, sa peau plus terne, mais ses yeux n'avaient pas changé. Ils brillaient de cette même colère froide. « C'est ma maison, a-t-il grogné, et tu n'as rien à exiger. » Gabriel s'est avancé, posé, inébranlable. Nous ne sommes pas là pour nous battre, seulement pour récupérer Élise. J'ai contourné Sophie, mon cœur battant à m'en faire mal. Élise était dans sa chambre, assise sur le bord de son lit, la même poupée serrée contre elle. Son visage était plus mince, plus triste que dans mes souvenirs. Quand elle m'a vue, elle a couru, s'est jetée dans mes bras. « Tu es revenue. Je ne partirai plus jamais sans toi, ai-je promis. » Nous avons fait demi-tour, mais Sophie s'est dressée devant nous, sa voix stridente. Elle ment. Cette gamine se fait du mal toute seule, elle est folle comme sa mère. Avant que je puisse répondre, Élise a levé la tête. « C'est toi qui me frappes, pas Camille. » Et cette vérité prononcée par une enfant a suffi. Gabriel a ouvert la porte et nous avons quitté la maison sans un mot de plus. Le vent soufflait et pour la première fois depuis des années, il ne me faisait pas frissonner de peur, mais de soulagement. Derrière nous, le vieux chêne semblait presque nous saluer. Nous n'avons jamais remis les pieds dans cette maison. Pas pour Noël, pas pour des anniversaires, même quand elle a été mise en vente 1 an plus tard. Laure nous a installés dans une petite ville près de Baltimore. Elle a inscrit Élise et moi à l'école locale. Une école publique sans grande réputation, mais où les couloirs étaient calmes et où personne ne criait à l'heure du dîner. Élise a recommencé à rire. Elle dessinait tous les soirs des oiseaux, des étoiles. Parfois notre mère en robe bleue avec un sourire radieux. Chaque soir avant de dormir, elle me montrait ses dessins. Et moi, je me surprenais à imaginer un avenir différent. Je savais seulement que je voulais exister pour quelqu'un comme Laure avait existé pour moi. J'ai fini le lycée avec des notes honnêtes malgré mes absences. J'ai enchaîné avec un petit job dans un café pour payer mes livres de cours. À 18 ans, j'ai commencé la fac et 2 ans plus tard, j'ai transféré à l'université. J'ai travaillé dans une association d'aide aux victimes de violences domestiques. Des femmes, des hommes, des enfants. Chacune de leurs histoires résonnait dans ma poitrine comme un écho familier. À 24 ans, j'ai déposé ma candidature pour entrer en école de droit, avec un essai intitulé « L'affaire que personne n'a jamais plaidée ». Je n'ai pas cité de nom, je n'ai pas accusé directement mon père, mais j'ai raconté la vérité, celle d'une maison où le silence était une arme. Et dans cette vérité, j'ai trouvé ma voie. J'ai été acceptée. J'ai étudié jour et nuit. Je me suis juré que chaque page de mon carnet d'enfant me servirait à protéger ceux qui n'ont pas la force de crier. Je voulais devenir celle qui transforme la peur en justice. Après l'obtention de mon diplôme,
j'ai rejoint un cabinet spécialisé en droit familial. Je travaillais tard, souvent jusqu'à ce que la nuit avale la ville. Chaque fois que je rentrais, j'ouvrais le tiroir de mon bureau où j'avais rangé le vieux tablier de maman, encore imprégné d'une odeur de romarin et de fumée. Je le touchais sans le porter, comme un rappel de ce qui m'avait mené jusque-là. À 28 ans, un nom a atterri sur mon bureau, Justine Martin. Elle demandait une ordonnance de protection en urgence contre son mari, un certain Marc Leray. Quand j'ai lu le dossier, mon cœur a cessé de battre. C'était lui, mon père. Il avait refait sa vie, changé d'état, changé d'amis. Mais il n'avait pas changé lui-même. Le dossier était épais, cette fois. Photos, certificats médicaux, témoignages de voisins. Tout ce que ma mère n'avait jamais eu. J'ai apporté le dossier à mon supérieur. Maître, il faut que je déclare un conflit d'intérêts. Cet homme est mon père biologique. Il m'a regardé longuement. Vous voulez qu'on vous retire l'affaire? J'ai pensé à Élise, à maman, à toutes les Justines du monde. Non, ai-je répondu. J'aimerais rester. Le jour où j'ai rencontré Justine, elle est entrée dans notre salle de conférence comme un animal traqué. Son bras était bandé, ses yeux cherchaient une issue. Je me suis levée. Camille Dubreuil, avocate. Vous êtes en sécurité ici. Elle s'est assise, son regard oscillant entre espoir et peur. J'ai ajouté, ma voix basse. J'ai vécu avec lui, moi aussi. Ce n'était pas un piège, pas une menace, un pont. Ses larmes ont coulé sans qu'elle s'en rende compte. Nous avons passé des heures à éplucher chaque message, chaque rapport de police. Je l'ai aidé à constituer un dossier imparable. 2 semaines plus tard, le juge a accordé l'ordonnance de protection. Justine m'a serré si fort dans le couloir que j'ai cru qu'elle allait me briser, mais c'était un soulagement. Elle a murmuré « Je ne sais pas comment vous remercier ». J'ai souri. Vous venez de le faire. Je ne l'ai pas revu ce jour-là, ni aucun autre. Je ne sais pas s'il a compris que c'était moi qui avais aidé Justine à partir. Et je n'avais pas besoin qu'il le sache. Aujourd'hui, dans un carton poussiéreux, le tablier de ma mère dort toujours, plié avec soin. Je le garde comme un talisman, un rappel de ce qu'il en coûte de se taire. Mais je ne le porte pas, parce que je suis devenue autre chose, pas seulement une fille, pas une victime, mais une femme qui a choisi de ne plus jamais se taire. Si, vous aussi, vous avez trouvé votre force en tournant le dos à la douleur, partagez-le en commentaire, même en un seul mot. Un mot que votre mère, votre sœur ou vous-même n'avez jamais eu la chance d'entendre. Dites-le, parce qu'il y aura toujours quelqu'un ici pour écouter. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne pas manquer les récits qui, comme celui-ci, rappellent que nous sommes plus forts ensemble qu'isolés. Vous n'êtes pas seul.